Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui on fait une vidéo top 10 et j'ai la chance d'être en compagnie de Vincent de l'école du jeu. Salut Vincent. Salut David, allô à toi mon bel animal sauvage, j'espère que tu vas bien. Vincent, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais à l'école du jeu et dans la vie en général? Oui, ben en fait, moi écoute, je sors pas vraiment du lot, je suis professeur dans la vie, donc professeur en anglais. Comme David, hein, évidemment. Puis comme LP. Moi, je suis prof en sciences. Ouais, LP, il est prof en anglais. Ah, voilà. Fait que, puis sinon, écoute, je fais partie de l'école du jeu, qui est une chaîne YouTube, en fait, où est-ce qu'on va vraiment faire des vidéos, où est-ce qu'on va expliquer, oui, des règles, on va donner nos critiques, mais aussi on fait des différents types de vidéos. On a commencé à faire un peu plus de, tu sais, où est-ce qu'on donne des critiques express, ou encore même, on va faire... de jeu aussi. Sessions de jeu, exactement. Donc, on est quand même, on essaie de se diversifier. Puis ça, écoute, ça ressemble à ça. Autrement, je travaille au Randolph aussi, à temps partiel, très partiel maintenant que je suis prof. Ouais, c'est une bonne job étudiante. Oui, c'est ça, exactement. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Donc aujourd'hui, on va parler de jeux de contrôle de territoire et ou de majorité. Ouais. Comment tu définirais ça comme type de jeu? Ben, je trouve que cette catégorie-là de jeux est particulière parce qu'il y a énormément de jeux qui pourraient figurer dans cette liste-là, mais que, mettons, si tu regardes sur Board Game Geek, ils n'ont pas nécessairement ce mécanisme-là d'indiquer, tu sais, comme le Area Control, Area Influence. Dans le fond, tu as comme la version, comme tu disais tantôt, Euro, où est-ce que, bon, c'est vraiment, on va avoir une majorité sur un territoire, alors qu'on a comme le côté un peu plus américain, où est-ce qu'on va vraiment se battre pour des territoires, un peu à la risque, exactement, tu sais. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est quand même une catégorie qui est vaste, qui est large. Peut-être que certains choix qu'on a faits vont être remis en question. Ceci étant dit, moi je considère que c'est quand même, c'est très relatif dans le fond. Là, je trouve que c'est des jeux aussi qui ont une belle interaction. Autant que si c'est du contrôle de majorité, c'est une interaction un peu indirecte parce que bon, on se bat quand même pour essayer de contrôler le territoire par la majorité. Donc, ce que les autres font, ça a une influence sur ce qu'on veut faire aussi. Oui, tout à fait. Et quand c'est évidemment le côté plus améritrage de OK, ben là, celui qui gagne le combat gagne le territoire. Donc là, c'est une interaction, un combat direct, une confrontation. Donc, toujours des jeux qui ont plein d'interactions qui sont le fun, des jeux qui peuvent briser des amitiés quelquefois. Ouais, c'est ça. Comme la diplomatie. Non, c'est ça. Mais tu sais, sinon, puis aussi, qu'est-ce qui est le fun en fait, c'est vraiment le fait qu'on sent vraiment une compétition, puis on peut pas rester en fait, c'est pas un concours de tricotage comme j'aime bien l'appeler. Souvent il y a certains jeux euro où est-ce que bon, je vais faire beaucoup mes choses de mon bord, tu vas faire les choses du tien, comme tu disais, beaucoup d'interactions, mais aussi d'autres choses que je trouve intéressantes de cette mécanique-là, c'est le fait que on peut facilement en fait viser certains joueurs, puis ça nous permet en fait vraiment juste de avoir être subtil, être comme un renard à la limite, là, pointer les autres pendant que toi tu as ton plan en arrière, puis que là finalement, boum, à la fin de la game, bon ben là t'apparais out of the blue, puis boum, tu as exactement ce que tu voulais, tu as bien joué tes cartes là. Ouais, parfait. Donc, on va commencer ça. Top 10 des jeux de contrôle de territoire et ou de majorité. That's it. Pour mon numéro 10, j'ai choisi un vieux jeu, mais qui a été réédité cette année. Okay. Donc, c'est un jeu qui avait gagné le Spiel en 94. C'est le jeu Manhattan. Oh, ok. Donc, un jeu qui va avoir surtout de la contrôle de majorité. On va avoir une carte de New York avec différents quartiers dessus. Dans chaque quartier, on a différents emplacements pour placer des gratte-ciels. Les joueurs vont avoir des petits morceaux de gratte-ciel de leur couleur et vont pouvoir, en jouant des cartes, aller placer des morceaux de gratte-ciel dans les différents quartiers. On va avoir un contrôle de majorité sur les gratte-ciels directement. Donc, un autre joueur pourrait aller mettre un morceau de gratte-ciel par-dessus le mien et essayer d'avoir la majorité sur le gratte-ciel en tant que tel. Et on va avoir un contrôle de majorité dans chaque quartier de la ville. Donc, celui qui contrôle le plus d'édifices dans le quartier de la ville va aussi marquer des points à la fin de chaque ronde. Fait que c'est vraiment une double majorité, double contrôle de majorité. Un jeu hyper simple qu'on peut jouer justement en famille, vraiment facile d'approche, très peu de règlements.
La nouvelle édition a du super beau matériel avec des super belles couleurs et tout ça. Les bâtiments en 3D aussi, ça fait un bel effet quand c'est terminé. Oui, vraiment. Donc, ouais, mon numéro 10, Manhattan. Ouais, puis en fait, surtout la nouvelle. Je sais que la première édition était quand même assez recherchée à un certain point. Ouais, elle était devenue rare justement parce que personne ne pouvait la trouver nulle part. Puis là, maintenant, avec la nouvelle édition, ça fait en sorte que le jeu peut avoir une meilleure visibilité, une meilleure reconnaissance aussi. Puis surtout, c'est un jeu qui est très, très, très facile à montrer, comme tu as dit. C'est un jeu qui Ça serait un super jeu d'initiation justement pour du contrôle de territoire de majorité. Là, je trouve que c'est vraiment lui qui serait le gateway idéal. Là. Ouais, c'est ça. Puis je trouve justement qu'il mérite d'avoir un peu plus de visibilité, ce jeu-là. Je trouve qu'il y a comme à la limite, pas passé en dessous du radar, mais... J'ai jasé avec les gens qui ont fait la deuxième édition, ils m'ont dit, ce jeu-là, vu qu'il a gagné le Spiel en 94, l'année suivante, ça a été Catan qui a gagné en 95. Puis évidemment, Catan, on sait qu'avec le succès qu'il y a eu, puis l'influence qu'il y a eu dans l'industrie par la suite, Manhattan est vraiment tombé dans l'ombre de Catan pour vrai. C'est un peu pour ça qu'il était moins connu. Parce que c'est quand même un jeu qui gagne le Spiel. Généralement, c'est des jeux qui sont très populaires. Mm-hmm. Donc, c'est l'histoire derrière Manhattan. Ah, ok, super intéressant. Ben écoute, mon numéro 10 pour moi, c'est un jeu que j'aurais aimé ça jouer plus fréquemment, mais c'est un jeu que je trouve fabuleux. C'est Mombasa de Alexander Pfister, qui est l'auteur derrière Great Western Trail, aussi Isle of Skye. Bref, il est comme sur une lancée depuis les dernières années. Mombasa est vraiment probablement un de mes préférés de cet auteur-là. C'est un jeu en fait où est-ce qu'on représente pas des propriétaires de compagnie. Des investisseurs. C'est ça, exactement. Des investisseurs où on va en fait investir dans différentes compagnies pour que ces compagnies-là puissent en fait se répandre en fait en Afrique. La thématique, même dans le livre de règles, ils sont très conscients que ça peut être un petit peu touché parce qu'évidemment, bon, on parle il y a comme une idée derrière qui parle un peu de l'esclavage aussi, etc. Indirectement. C'est ça, tu sais. Mais quand même, le jeu est vraiment intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a une mécanique de draft de cartes où est-ce que les joueurs vont jouer des cartes et ne peuvent pas ramasser les cartes qu'ils ont jouées, mais bien une seule des différentes piles qu'ils ont récupérées. Ce qui fait en sorte que faut souvent que tu calcules à long terme, ok, quelle pile est-ce que je veux avoir. Ouais, la gestion de main est assez cool dans le jeu-là. Puis tu vas aussi gagner de nouvelles cartes dans ta main, une espèce de hand building que tu fais en achetant des cartes. Ouais, c'est ça, une partie aussi placement d'ouvriers qui est très 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 mineur. Puis habituellement, le placement d'ouvriers, c'est pas nécessairement une mécanique que j'affectionne particulièrement, mais dans celui-là, c'est pas très... C'est pour des petits bonus que tu c'est ça, exactement, tu sais. Puis vraiment, en fait, le plus intéressant là-dedans, c'est que t'as pas le choix de considérer qu'est-ce que les autres font, puis où est-ce qu'ils vont investir. Parce que si, admettons, tu commences à investir à un endroit où est-ce que un joueur X a investi, ben les autres joueurs, ça se peut qu'ils se revirent contre les deux joueurs qui ont investi là. Donc il y a comme une espèce de collaboration. Qui essaie d'aller enlever les comptoirs de ta compagnie pour que tu fasses moins de points en fin de Ouais, partie. c'est ça. Fait qu'il y a comme une espèce de collaboration indirecte. Puis moi, écoute, il y a des parties où est-ce que j'ai été vraiment flabbergasté. Une partie où est-ce qu'il y a un joueur qui a investi tout seul de son bord alors qu'il était investi dans les autres un peu. Puis là, finalement, en fin de partie, il se revire de bord puis il décide de comme juste mettre tous les comptoirs sur la table de cette couleur-là. Il nous a ramassé solide. C'est ça faire ça. Oh, vraiment. Faut pas que tu laisses un joueur s'en aller tout seul dans une compagnie. Non, exactement. T'essaies d'aller profiter de ce qu'il fait. Hein. Non, c'est ça. Superbe jeu, sérieusement. Puis, comme j'ai dit, j'aimerais ça le sortir plus souvent parce qu'il est quand même, il est quand même lourd, je veux pas. Là. C'est pas un jeu. Il y a beaucoup de petites règles, de petits détails, de petites affaires. Ouais, mais c'est dans les petits détails en fait que je trouve que le jeu vient vraiment prendre son envol, là, selon moi. Là. Donc voilà, mon numéro 10, Mombasa. Alors, mon numéro 9 dans cette catégorie est un jeu qui est sorti l'année passée et que je parle beaucoup ces temps-ci parce qu'on dirait que je suis comme sur un gros high. C'est Warhammer Underworld Shadespire, qui est un jeu en fait de confrontation 1 contre 1. Un genre de jeu de... on a nos gladiateurs contre les autres gladiateurs. Un genre d'arena. Ouais, c'est ça. C'est ça, vraiment un 1 contre 1. Mais la particularité de ce jeu-là, bon, premièrement, tu as la
l'aspect où est-ce que bon, tu construis ton deck toi-même en début de partie. Tu as 2 decks où est-ce que bon, faut que tu choisisses des cartes qu'on appelle des Power Cards qui vont être des cartes que tu vas pouvoir jouer pendant le round et tu as des cartes objectifs qui, elles, vont te donner des points pour différentes conditions. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que c'est pas nécessairement axé vers la confrontation, mais davantage vers... les objectifs. Exactement. Donc, tu as différents objectifs, en fait, que tu vas placer sur le plateau au hasard en début de partie. Et finalement, les joueurs, en fait, s'ils contrôlent un objectif ou un autre, bon, ben, ils peuvent faire des points. Ils peuvent faire des points aussi si, admettons, ils sont autour d'un ennemi combattant. S'il y en a 3 autour, tu peux faire un point. Il y a vraiment, vraiment différentes manières de faire des points. Et c'est ça, moi, qui m'a étonné, c'est que je m'attendais à ce que ce soit un genre de jeu vraiment... On se tape dessus. Là. C'est ça, tu sais, on se tape sa gueule à grands coups d'épée. Mais finalement, c'est pas ça. C'est vraiment un jeu où est-ce que tu as une tactique, tu as une stratégie à long terme qu'il faut que tu t'adaptes à ce que l'autre joueur fait. Puis il y a beaucoup justement d'objectifs qui sont en lien avec le contrôle de territoire. Il faut que tu contrôles tel endroit. Si tu réussis à le contrôler dans ce tour-là, tu vas pouvoir jouer ta carte qui permet de te donner des points. Oui, exactement. Puis là, autre chose aussi, c'est que souvent tu t'installes, en fait, tu vas influencer aussi ce qu'il y a sur le plateau. Parce que justement, ça peut être, si admettons, tu tiens une telle ligne sur le plateau, ben là, tu vas faire un objectif. Superbe jeu, sérieusement. En pleine expansion d'ailleurs, parce que bon, c'est Games Workshop qui fait ça. Games Workshop adore, en fait, donner aux joueurs le plus de variété possible. Ouais, tu peux acheter comme différentes armées. Ouais, c'est ça. Mais ça, tout en gardant, en fait, un équilibre. Puis je pense que c'est ça la plus belle qualité du jeu, c'est le fait que malgré qu'il y a plein de différentes factions, tu es vraiment capable d'avoir un équilibre dans toutes celles-ci. Puis c'est ça que je trouve le fun. Je peux m'en aller vers cette faction-là, essayer comment est-ce qu'ils jouent, voir un petit peu comment ça se passe, aller vers une autre, puis on va avoir un match à peu près équivalent. Puis la seule différence, c'est vraiment comment est-ce que les joueurs jouent au final. Là. Donc, tu développes une expertise à ça, mais c'est correct parce que c'est un jeu qui mérite d'être joué, puis rejoué. Alors voilà. Super, bon choix. Moi, mon numéro 9, je pense que c'est rendu un classique du contrôle de territoire. C'est un jeu qui va presque avoir 10 ans, donc on peut commencer à le considérer comme un classique. C'est le jeu Small World. Oh, ben oui. Small World de Days of Wonder, un jeu où on va avoir plein de peuples différents, là, des peuples un peu fantastiques, des géants, des nains, des elfes, des gnomes, des magiciens, peu importe. Et on va avoir aussi différentes habiletés qu'on va jumeler aléatoirement avec les peuples. Donc vraiment, on va avoir des combinaisons qui vont être différentes à chaque partie. Et à notre tour, au début de la partie, ben là, on va choisir une de ces combinaisons-là, puis on va partir avec ce peuple-là. On va essayer de s'étendre sur le plateau, donc on va avoir à placer des jetons sur le plateau pour pouvoir contrôler les différents territoires. Si jamais il y a des espèces de jetons nerds, ben faut juste jouer plus de jetons pour pouvoir les enlever puis prendre le territoire. Plus on a le contrôle de territoire, plus on fait de points à la fin de la partie. Et ce qui est particulier, c'est qu'après plusieurs tours, ben là, mon peuple a comme atteint son apogée. Je peux plus vraiment m'étendre plus loin parce que j'ai plus assez de jetons. Donc là, je vais lancer mon peuple en déclin. Donc on va comme retourner tous les petits jetons de notre peuple de l'autre côté. Et là, après ça, à mon prochain tour, je vais choisir un autre peuple que je vais aller lui aussi étendre sur le plateau. Mais mon peuple en déclin va continuer de faire des points. Fait que là, ça devient important pour les autres joueurs de ne pas me laisser mon peuple en déclin avoir beaucoup de territoire trop longtemps pour que je marque des points avec 2 peuples en même temps. Donc, la stratégie de regarder toujours ce que les autres font. Les points sont cachés, fait que des fois, c'est difficile de savoir qui est en train de mener. Ouais. Mais je pense vraiment la force de Small World, c'est bon la simplicité des règles. Tout à fait. Le système de combat, c'est pas compliqué. Ben, si je veux tasser un jeton, il faut juste que j'en mette un supplémentaire. Je vais en mettre 2 de base pour avoir un territoire qui est vide. Mais s'il y a un autre jeton, j'en mets un de plus, puis je prends le contrôle du territoire. Fait qu'il n'y a pas de système de combat très compliqué, très élaboré. Puis je pense la rejouabilité du jeu, le fait que les combinaisons de peuples changent tout le temps. Puis qui ont sorti quand même beaucoup d'extensions pour ce jeu-là. Vraiment, on manquera pas de choix pour jouer à Small World dans les peuples et dans les pouvoirs. Donc ça, c'est vraiment cool. Puis des fois, de découvrir une nouvelle combinaison qu'on n'aurait jamais pensé. Ou dire, c'est bizarre ce peuple-là avec cette combinaison de pouvoir-là. Puis là, je vais l'essayer. Puis là, tu te rends compte que ça marche super bien avec telle affaire ou telle affaire. Donc vraiment un jeu que tu découvres tout le temps des nouvelles possibilités à chaque fois que tu joues. Ouais, c'est ça. Je sais aussi qu'ils ont sorti en fait une variante sur Small World Underworld. Ouais, ils ont sorti des stand-alone. Puis est-ce que tu as joué à ces différents stand-alone-là? Non, j'ai juste joué au premier avec quelques extensions. Là, OK.
Puis, parce que moi j'ai joué un peu plus à Underground, mais je vais avouer que peut-être Underground, il avait rajouté différents principes, mais je trouve que vraiment quand on retourne vers Small World, justement la variété, le fait qu'il y a énormément d'extensions, puis la simplicité des règles, tu sais, à la base, tu joues à ce jeu-là parce que c'est simple, c'est efficace, ça va droit au but. Superbe jeu. Est-ce que ça a été un des premiers jeux que tu as joué quand... Ça a été au début, quand j'ai commencé, j'ai collectionné beaucoup les Days of Wonder. J'avais collectionné Coliseum, j'avais collectionné Cléopâtre et la Société des architectes, des choses comme ça. Fait que quand Small World est sorti en 2009, ben tout de suite je l'avais acheté parce que justement je trouvais que les Days of Wonder c'était des belles productions, c'était des jeux qui étaient le fun, puis j'ai jamais été déçu par ce jeu-là, puis il est encore dans ma collection aujourd'hui. Qui est juste là. Et voilà. Donc, ouais, je pense que c'est rendu un classique, là, Small World. Définitivement. Donc, c'est mon numéro 9, Small World. Pour mon numéro 8, j'ai pris un jeu aussi qui date de plusieurs années, qui est sorti en 2005, mais qui a eu une réédition en 2015. C'est le jeu Mission Red Planet. Donc, Mission Planète Rouge, où on va devoir jouer des cartes de personnages. Donc, les joueurs ont toute la même main de cartes de personnages. Puis à notre tour, on va jouer une carte cachée. Puis après ça, on va révéler les cartes selon le numéro là, qui est écrit sur la carte. On fait une espèce de compte à rebours, puis là, on joue les cartes en ordre du compte à rebours. Ces cartes-là vont nous permettre d'aller placer des petits meeples d'astronautes. Pas des meeples, c'est des petits astronautes en plastique, des petites figurines qu'on va placer dans des vaisseaux spatials. Donc, on va choisir dans quelle navette on veut aller placer nos astronautes. Les navettes ont des destinations aussi qui sont écrites dessus. Ces destinations-là vont concorder avec la planète Mars, qui est le plateau du jeu, dans le fond, qui est divisé en plusieurs territoires. Donc, on va essayer d'aller viser certains territoires, prendre le contrôle de ces territoires-là par majorité, pour essayer de contrôler les ressources qui vont être générées là, qui vont nous donner des points de victoire à certains endroits dans le jeu. Donc un jeu que je trouve super sympathique, le fait d'avoir le petit côté justement, on joue nos cartes cachées, je trouve ça le fun, ça amène une belle twist dans ce jeu-là. Un jeu qui a quand même pas mal aussi d'interaction, parce qu'une fois nos astronautes sur la planète, ben il peut leur arriver plein de choses. Ils peuvent se faire tuer par certains personnages, on peut aussi les déplacer, donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour essayer justement d'aller chercher les objectifs qu'on va aller chercher sur la planète, de contrôler certains territoires qui vont être plus payants que d'autres. On peut avoir aussi des cartes d'objectifs qui peuvent nous demander de contrôler tel territoire sur la carte ou d'avoir des personnages dans tel territoire. Donc on a aussi ça qu'on veut réaliser. Donc vraiment plein de choses qui vont se passer sur la carte de la planète Mars. Un jeu qui joue quand même bien, peu importe le type de joueur, en haut de 3 je dirais, là, que tu joues à 3, 4, 5 ou 6. C'est un jeu qui roule quand même assez rapidement parce que bon, on joue toutes nos cartes en même temps. Après ça, ça roule quand même assez vite. Donc un jeu que j'ai toujours apprécié, toujours vraiment aimé, Mission Red Planet. Puis je pense en fait, je pense que dans la sélection des cartes justement, parce que moi j'ai pas joué encore à Mission Red Planet, mais dans la sélection des cartes, je pense que ça va de 1 à 6, 1 à 9, puis si je choisis la carte 8, mettons, est-ce que toi tu peux choisir la carte 8 aussi? Ouais. Ok, parfait. Puis mais ça c'est une mécanique qui est super intéressante en général dans les jeux, mais pas souvent utilisée, tu sais, le fait que bon, tu fais des actions dans un certain ordre, puis qu'il faut que tu planifies, bon, ok, tel joueur. La plupart des jeux, c'est comme t'as un tour de jeu, un tour de jeu, un tour de jeu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment cool parce que tu sais, je peux prendre le personnage 1 qui peut me donner de quoi super fort ou me permettre d'aller placer beaucoup de monde. Mais si ça arrive à 1 et qu'il n'y a plus de place ses vaisseaux, ben je pourrais pas le mettre parce que je vais jouer au dernier si je joue le personnage 1. Ce qui fait en sorte que tu es souvent en train de discuter autour de la table. Hey, quelle action que tu vas prendre, quelle action que tu vas prendre. T'sais. Là, tu peux bluffer un peu. C'est ça, exactement. Lui, il faut pas qu'il prenne cette action-là, fait qu'il faut l'empêcher. Je vais essayer de jouer plus vite que lui, aller prendre la place qu'il veut prendre dans le vaisseau, même si ce personnage-là n'est pas le meilleur pour moi ce tour-là. Fait que vraiment, il faut être à l'affût de ce que les autres vont ouais, c'est ça. Faut vraiment. C'est pas un jeu que tu peux jouer en silence, disons. Non, pis tu sais, à deux, c'est un peu plate parce que bon, t'as une espèce de joueur fantôme. Ouais. Tu sais, ça vient un petit peu. Je trouve ça plate, là, à deux. Fait que vraiment, à 3 et plus, ça devient un super bon jeu. Donc, c'est mon numéro 9, Mission Planète Rouge. Numéro 8. Hey, numéro 8 déjà. Numéro 8, t'as raison. Voilà, Mission Red Planet. Fait que, juste pour surfer un petit peu avant que je commence, puis justement, ça va bien surfer sur mon numéro 8. La plupart du temps, ce genre de jeu-là, contrôle de territoire, influence de territoire, et ce sont pas des jeux qui sont en général très le fun à jouer à 2 joueurs, à part si le jeu a été fait pour 2 joueurs. En général, si un jeu a un compte, mettons, un compte qui va de 2 à 6, ben habituellement,
plus tu t'approches, mettons, du 6, maximum, plus tu vas avoir un plaisir autour de la table à y jouer. Il y a certaines exceptions à ça, mais un des jeux particulièrement qui suit bien cette règle-là et qui est mon numéro 8, c'est Rising Sun de Eric Lang. Habituellement, je suis pas un fan des jeux qui font énormément de bruit. Je suis pas un gars qui trippe sur... Les gros Kickstarter. C'est ça, là, exactement. Ouais. Puis je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle c'est mon numéro 8, c'est à cause que je trouve que d'installer le jeu-là sur une table, c'est fastidieux et c'est lourd, vraiment, à cause beaucoup de matériel. Beaucoup de matériel, tu sais. Puis souvent, la plupart du temps, ben, tu vas regarder les belles figurines, puis ben, le 2/3 des figurines n'apparaîtront pas sur la table, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose qui fait en sorte que moi, ça me rebute un petit peu. Ceci étant dit, les mécanismes et l'interaction que ça crée autour de la table, extraordinaire. C'est rare dans un jeu comme ça que j'ai eu autant de réflexion et de discussion autour d'une seule action, parce que dans Rising Sun, qui utilise la mécanique un petit peu de Puerto Rico, je vais choisir une action et si je suis en alliance avec toi, par exemple... Tu vas me donner le bonus, toi aussi. Exactement, je vais te donner le bonus. Yes, le bonus. Mais les autres joueurs vont quand même faire une action, ce qui fait en sorte qu'il faut toujours que tu réfléchisses à qu'est-ce que tu donnes aux autres joueurs et est-ce que c'est un bon timing pour toi de faire ça. Mais surtout, c'est que les alliances peuvent durer juste un round et même pendant le round, ils appellent ça des saisons, pendant la saison, ben, tu pourrais très facilement me trahir, ce qui puis là, tu es en train de réfléchir, tu te dis, OK, mais est-ce que, tu sais, rendu autour à David, est-ce que David va vouloir me trahir? Puis ensuite de ça, tu sais. Ouais, parce que tu me donnes les prochaines tuiles. Fait que tu sais s'il y a une tuile de trahison que je vais pouvoir la faire. C'est ça. Donc, ça ensuit plein de discussions, plein d'échanges aussi. Je trouve que ce jeu-là est superbe. Tant au niveau, oui, tu sais, je critique un petit peu le fait qu'il y a beaucoup de composantes, mais le matériel est fabuleux. Bon, c'est un cool mini or not, on n'a pas le choix. Mais aussi au niveau, la jonction en fait des mécaniques est superbe selon moi. J'aime le fait que bon, l'interaction est là dans tout ce que tu fais, t'as pas le choix. Et même le combat super intéressant parce que c'est pas parce que tu perds un combat que t'es déavantagé, même au contraire. Tu peux faire plus de points si tu perds le combat, ouais. Si t'as bidé sur les bonnes actions versus celui qui va le gagner. C'est ça, puis l'autre affaire, en plus de ça, c'est que tu peux bloquer l'autre joueur pour qu'il perde le combat ou pour éviter qu'il y ait des points en supplément. Sérieusement, ce jeu-là a vraiment beaucoup de choses. Et oui, c'est mon numéro 8. J'aimerais ça qu'il soit plus haut, mais l'autre chose aussi peut-être qui m'achale un petit peu, c'est peut-être le temps de jeu. J'ai réussi à faire une game dernièrement qui m'a pris 2h30. J'étais vraiment content, mais toutes mes autres parties ont duré en haut de 3 heures, je dirais. Ouais. Ce qui fait en sorte que j'étais un peu chicoté par ça. Je trouve que il y a d'autres... Ce que j'ai trouvé bizarre, moi, c'est que la phase d'action est vraiment cool, comment c'est fait, comment on choisit les tuiles, tout ça. Mais qu'il y a autant d'actions que tu sois 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs, tu sais, ça change pas le nombre d'actions qu'il y a. Ça, je trouve ça un peu bizarre dans le jeu. Ouais, mais en fait, je pense que c'est vraiment fait pour favoriser justement cette interaction-là, parce que l'interaction que tu vas utiliser à 3 joueurs ou à 4 joueurs va être carrément différente de celle que tu joues à 6 joueurs, tu sais. Ouais, parce qu'à 6 joueurs, tu joueras pas 2 tuiles, tu vas en jouer juste une. Mais si tu joues à 3, ben là, on va chacun jouer 2 tuiles, etc. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment superbe. Puis comme je dis, peut-être la durée, pour moi, c'est un jeu qui devrait durer 2 heures, 2h30. En haut de 3 heures, je commence à trouver ça long. Mais sérieusement, vraiment, un superbe jeu à essayer, Rising Sun. Numéro 7, et là je le sais que je vais faire réveiller des débats, Food Chain Magnet. Food Chain Magnet, en fait, on regarde sur Board Game Geek, le mécanisme Area Control / Area Influence n'apparaît pas, mais je l'ai placé dans cette catégorie-là. Je vais expliquer le jeu, puis je vais expliquer après pourquoi. Essaye de nous convaincre. C'est ça, exactement. Sa place, en fait, Food Chain Magnet, on est des propriétaires d'une chaîne de restaurants et notre but, c'est de servir le plus possible des clients dans notre petite ville que l'on va créer au départ. C'est un jeu, je trouve que la thématique colle super bien aux mécaniques. Dans le fond, c'est on est dans les années 50 et là, tous les dessins sur les cartes, ce sont des personnages des années 50 et on va en fait faire de la programmation et ce qu'on veut en fait, c'est être capable de servir les clients. Les clients, en fait, on va les servir selon leurs besoins. Donc, un client pourrait avoir besoin de pizza, d'un Coke, puis d'un burger, par exemple.
Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va aller regarder qu'est-ce que le restaurant offre et aussi si l'autre restaurant près de lui l'offre. Et ensuite de ça, on va faire un calcul qui est la distance d'une maison à un restaurant plus le coût de chaque élément qui sont requis pour pouvoir satisfaire les besoins de la maison. Ce qui fait en sorte que tu es toujours en train de réfléchir, est-ce que je m'ouvre un restaurant plus près de cette maison-là, puisque les advertisements, les commerciaux qu'on fait vont permettre en fait de mettre tout le temps des ressources sur cette maison-là, mais aussi tu te dis jusqu'à quel point est-ce que je veux diminuer en fait le prix de mes items, parce que si je diminue le prix de mes items, je suis capable de servir cette maison-là. Ceci étant dit, cette maison-là, je ne vais pas recevoir beaucoup d'argent parce que dans le fond, je reçois juste le montant selon mes items et la distance est très 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 importante dans ce jeu-là. Donc pour moi, ça devient un area influence puis un area control parce que tu t'arranges pour influencer en fait les territoires et comment est-ce que tu vas servir ta clientèle. Food Chain Magnet. Voilà, j'espère que vous avez été convaincus. Est-ce que ça place dans les jeux de contrôle de territoire ou influence de territoire? Ouais. Mais somme toute, ce jeu-là, je le trouve vraiment, vraiment intéressant. C'est un jeu qui peut dégringoler facilement. L'équilibre de ce jeu-là ne tient qu'à un seul fil. Mais pour moi, c'est une belle qualité, en fait, d'un jeu. Quand un jeu, il faut que tu réfléchisses à chacune des actions que tu fais. Tes décisions sont importantes. C'est ça, exactement, tu sais. Puis, écoute, vraiment, il y a une espèce d'escalade d'un moment donné de juste, on commence à jouer, puis soudainement, paf, t'es rendu que David, en un tour, t'as fait 150$, puis on est comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, tching, voilà, that's all. Le fait aussi que les joueurs vont évaluer la longueur de la partie en début de game, parce qu'on va choisir, en fait, il y a un montant dans la banque au départ, et là, les joueurs au début de la partie choisissent combien est-ce qu'ils veulent mettre supplémentaire une fois que la banque est terminée. Si que la partie soit plus longue, on met plus d'argent. Exactement. Puis c'est un jeu qui c'est vraiment, il est vraiment, vraiment spécial, mais c'est souvent aussi la particularité de cette compagnie-là. C'est les gars derrière Indonesia, Antiquity, c'est des gros jeux euro très intenses, très vifs, qui offrent une interaction très agressive, parfois à la limite, mais qui, somme toute, vont vraiment aller plaire à un type de gamer spécifique. Et Food Chain Magnet, grâce à sa thématique, je pense qu'il a vraiment permis de pouvoir s'ouvrir un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, moi, mon numéro 7, je vais avec un gros jeu d'Eric Lang. Mais moi, j'ai pris Blood Rage. Oh. Donc, Blood Rage, qui était sorti un peu avant Rising Sun. Ouais. Donc, Blood Rage, on est dans la thématique des jeux de vikings. On va avoir une espèce de draft de cartes au début de chaque âge. Donc, on va choisir des cartes. Après ça, on va aller jouer ces cartes-là. On peut jouer des quêtes. On peut aussi essayer d'aller attaquer les autres, prendre des territoires. Essayer aussi d'augmenter notre clan. Donc, notre clan va avoir différentes statistiques qu'on peut augmenter aussi en jouant, en gagnant les différents territoires pour piller les endroits qui s'y trouvent. Donc, on est vraiment... C'est un contrôle de territoire vraiment par combat, là, très très Ameritrash, là, évidemment. Mais encore une fois, un peu comme dans Rising Sun, on peut quand même faire des points si on perd les combats. Ouais. On a des cartes qui nous permettent justement de faire des points si on perd. On a des cartes qui nous permettent de faire des points quand on envoie nos guerriers au Valhalla. Donc il y a plusieurs façons de faire les points selon les cartes qu'on a draftées. Fait que c'est quand même un jeu qui offre quand même quelques options de stratégie. Il n'y en a pas 12 000, mais il y en a quand même quelques-unes. Ça reste un jeu, je pense qu'il est simple dans cette espèce de jeu-là de figurines. Des fois, le monde le regardait, c'est que ça a l'air complexe, il y a beaucoup de choses, mais vraiment pas. Là. C'est ultra simple, ultra accessible comme jeu. Encore une fois, il y avait des super belles figurines, c'était une super belle production qui avait été faite dans Blood Rage. Donc moi, je l'avais vraiment aimé pour son efficacité, sa simplicité aussi. Puis ça a toujours été agréable de jouer à Blood Rage. Ouais, vraiment. Puis je pense que, tu sais, Rising Sun, tu sais, c'est ça, j'hésitais beaucoup entre Rising Sun puis Blood Rage. Ouais. Mais je trouve que, tu sais, ça, Blood Rage est vraiment plus facile à montrer. On s'installe de suite, on explique. Puis, tu sais, c'est très intuitif aussi, je trouve, Blood Rage dans sa présentation. Non, vraiment, un superbe jeu. T'as-tu joué aux extensions d'ailleurs, les 2-3 J'ai joué avec les prêtres. Ok. J'ai joué avec celle des prêtres. Elle ajoute d'autres personnages qui sont assez cool aussi. Celle des dieux, il me semble que j'ai essayé une fois avec les dieux aussi. Donc, vraiment des petites mini-extensions qui peuvent rajouter un petit peu de piquant là, dans nos parties. Moi, pour Rising Sun, j'avais vraiment trippé sur la phase d'action, la première phase d'action.
mais le système de combat, j'avais pas trippé tant. Ok. Donc c'est pour ça que ça fait que c'est Blood Rage que j'ai choisi Oh, finalement, ouais. que j'ai aimé un peu plus overall l'expérience avec Blood Rage qu'avec Rising Sun. Donc mon numéro 7, Blood Rage. Pour mon numéro 6, c'est un autre jeu d'Eric Lang. Ah. On dirait qu'Eric Lang il aime ça, le contrôle de territoire puis les jeux très confrontation Ameritrash. Donc j'ai choisi The Godfather. Ouh. The Godfather qui a l'air d'être Ameritrash, mais finalement il est beaucoup plus euro Ouais. que d'autres choses. Un euro avec quand même un peu d'interaction. Donc on est dans l'univers du parrain, donc le film Le Parrain, la mafia. On va contrôler une famille de mafiosos, on va essayer d'avoir le plus d'argent pendant la partie. Ce qui est très cool, c'est qu'on a une espèce de petite caisse en métal. Ah ouais. Puis quand on réussit à aller scorer des points, en fait, c'est qu'on va faire une action qui nous permet de prendre une carte d'argent de notre main et d'aller la cacher dans notre petite caisse en métal, en sécurité dans notre voûte scellée. Donc à la fin de la partie, c'est tout l'argent qu'on met dans notre petite caisse, c'est ça qui fait nos points. Donc vraiment cool la façon dont on va jouer avec les deux sortes d'ouvriers qu'on a, parce que c'est un jeu de placement d'ouvriers. On va avoir des ouvriers qui sont des hommes de main qui vont aller faire du racket dans les magasins, donc on va acheter des ressources qui sont là. Et on va avoir les membres de notre famille qui, eux, vont aller exercer leur influence sur les quartiers. Donc on va les placer aux intersections des quartiers. Puis à la fin de chacune des rondes, on va avoir un décompte de majorité pour savoir qui contrôle chacun des territoires de la ville de New York. Et de contrôler un territoire, ça nous permet en fait de mettre un jeton d'influence qui, à la fin de la partie, celui qui contrôle, qui a eu le plus de jetons dans chaque territoire va faire un bonus. Mais ce qui est cool aussi, c'est que pendant la partie, à la prochaine ronde, si je contrôle un territoire de la ville, puis que les autres vont faire du racket dans ces magasins-là, ben comme c'est sur mon territoire, ben moi aussi ça me donne des ressources parce que c'est mon territoire, il faut que tu me donnes mon dû. Donc vraiment cool l'interaction qu'on a avec les territoires, le fait de vouloir les contrôler pour le court terme, pour avoir les bonus, puis pour le long terme pour faire les points bonus à la fin de la partie. C'est un jeu qui a quand même beaucoup de take-that. On peut tuer les ouvriers des autres joueurs, aller les domper dans la rivière Hudson. Donc, mais ils les perdent pas pour toute la partie. Là. Ils vont les récupérer à la prochaine ronde. Donc j'ai vraiment été surpris par ce jeu-là. L'interaction qu'ils ont mis dans un jeu de placement d'ouvriers avec du contrôle de territoire. Donc vraiment cool. C'est aussi très thématique avec l'univers du parrain, surprenamment. Donc vraiment une belle réussite le jeu Le Parrain. Plein de petits détails, comme quand ton personnage meurt, tu le ramènes pas vers toi, en fait tu le mets couché dans la rivière Hudson. Aussi l'accomplissement des contrats qui est super intéressant parce que des fois, écoute, tu vas faire un contrat qui va vraiment venir péter tout ce qui se passe sur le board. Ça c'est vraiment intéressant. Puis qu'au final, bon oui ça a une influence, mais c'est pas quelque chose qui va être, ce sera pas quelque chose, j'ai l'impression, qui va être game changer tout le temps. Non, puis le score est caché parce que c'est l'argent que tu as dans ta boîte. Fait que c'est pas évident de. Ok, c'est lui qui a le plus d'argent ou lui dans sa caisse. Fait que souvent, tu vas comme attaquer les gens qui t'ont fait de quoi. Ouais, c'est ça. Fait que ça rentre encore plus dans le thème. Hey, toi, tu m'as tué un bonhomme, ok, je t'en tue un de ton côté. Mais finalement, c'est pas toi qui es dans le lead partout. Non, c'est ça. Puis t'as aussi le fait que tu peux engager des nouveaux personnages. Mais là, l'affaire, c'est que si tu engages un nouveau personnage, faut que tu mettes de l'argent que tu as déjà investi. Mais ça te donne un nouveau personnage. Parce que l'autre affaire, c'est que quand tu finis ton tour, c'est quand tu n'as plus de personnages. Tu peux plus jouer de la ronde. Exactement, tu n'as plus d'ouvriers. Même si tu aurais récupéré ce que tu avais besoin pour faire des contrats, tu peux plus rien faire. Moi, je trouve ça, oui. Il était en fait, j'étais sur le bord de le mettre sur mon top 10, mais je me suis dit qu'il fallait que je joue un peu plus, que j'expérimente plus le jeu. Mais vraiment superbe jeu, là, vraiment cool. Donc, mon numéro 6, The Godfather. Mon numéro 6 à moi, c'est Eclipse. Dernièrement, on a eu un Kickstarter pour la 2e édition. Et Eclipse, en fait, c'est un jeu épique. Vraiment. Épique spatial. Ah oui, vraiment, là. Awesome, là, tu sais. Ce jeu, chaque fois que je me suis assis à ce jeu-là, qu'on a fini la game, j'étais capable de pouvoir narrer une histoire pour chacune des races qui étaient en jeu. Il y a vraiment un storyline qui se construit. J'aime le fait qu'on a vraiment utilisé un aspect très take-that, très américain, et que l'auteur a permis de pouvoir l'approcher de façon plus euro. Grosso modo, c'est ça, on est une race et notre but, c'est simple, c'est de pouvoir s'éparpiller partout dans l'espace. Et plus que tu t'éparpilles partout, plus que tu risques
risques de te faire ramasser par les autres joueurs, c'est évident. Hein? Et finalement, bon, quand tu récupères en fait un certain endroit sur le plateau, ça va te ramener des points, mais ça à la fin de la partie seulement. Quand tu te bats contre un autre joueur, ben là, tu peux avoir des points avec ça. Mais aussi, tu as des technologies, et je pense que c'est là que le jeu fait vraiment une belle job. C'est que tu peux vraiment, tu as une espèce de tech tree que tu peux bâtir et que ton tech tree va vraiment être différent d'une partie à une autre. La façon que tu améliores tes vaisseaux aussi. Oui. C'est toi qui décides dans tel vaisseau, je veux spécialiser dans telle chose, telle affaire. Donc vraiment cool ça. Ouais, c'est ça. Puis évidemment, bon, il y a certains. Tu sais, puis ce que je trouve intéressant en fait du jeu, c'est que, bon, à la longue, les joueurs ont découvert que certains items étaient peut-être plus forts que d'autres. Mais c'est parce que c'est un jeu qui, encore une fois, l'équilibre ne tient qu'à un fil et tout est remis entre les mains des joueurs. Voici ce qui se passe autour de la table. Voici. Tout le monde est au courant que ça c'est fort. Et dès qu'un joueur là, ben là après ça, les autres joueurs vont aller s'occuper de cette personne-là pour éviter que cette personne-là abuse de cet item-là. Puis moi, je trouve que c'est le fun, en fait, quand justement on nous donne tous ces outils-là, puis qu'on fait juste, ok, ben grâce à l'interaction pour le jeu vient se rééquilibrer automatiquement par lui-même. Là. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose que je trouve vraiment le fun d'Eclipse, malgré le fait que c'est débalancé à certains moments. C'est pas grave. C'est grâce à toi et grâce à moi qu'on va rééquilibrer le tout. Grâce à toi aussi. As-tu backé la deuxième édition? Oh boy, ça, écoute, je ne l'ai pas fait. Et en fait, si ça t'intéresse, j'ai écrit un article sur les deuxième éditions et les vieilles éditions de jeux sur Passion Board Game. Et là-dessus, j'explique pourquoi est-ce que je n'ai pas backé la deuxième édition. Tu iras voir l'article. Moi, je trouve que c'est on met le lien dans la description. Là. Ouais, c'est ça. Je trouve ça intéressant comme article quand même. Là. Ce sera à toi d'en juger. Voilà. Donc, mon numéro 6, Eclipse. Alors, mon numéro 5, Twilight Struggle, c'est un vieux jeu de 2005, en effet. Il y a eu quelques réimpressions, mais c'était vraiment juste pour peaufiner certains petits trucs. Il était longtemps numéro 1 sur BGG. Oui, et c'est encore un des seuls jeux sur BGG qui est qui est dans le top 5, et ça après autant d'années. Les jeux sont souvent déplacés à gauche et à droite, mais lui, il survit avec toutes les nouveautés. Et c'est un jeu qui mérite d'être joué, rejoué moult fois pour être capable de comprendre, de voir, de saisir toutes les différentes opportunités, puis surtout à quel point que ce jeu-là a des avenues multiples pour non seulement le contrôle de territoire, mais aussi pour être capable de survivre si t'es les Américains, parce que dans le jeu, en fait, ce qui est très immersif d'ailleurs, c'est la guerre froide. Donc on commence dans les années 60, et si on termine à la fin de la partie, ben, on arrive dans les années 90, et en fait, on a comme différents rondes, et chaque ronde c'est considéré comme étant comme l'élection d'un nouveau président. Et dans Twilight Struggle, en fait, on va en fait être les Américains. Donc les Américains, eux autres, sont ils sont si serrés au début de la partie. Vraiment, là, ils survivent, là, puis ils essayent de comme être capables de passer à travers la deuxième partie de la game, même la troisième. Alors que les Russes ont une puissance assez forte, merci, au début de la game, et tranquillement, pas vite, ils commencent à perdre leur pouvoir, comme il s'est passé dans l'histoire de la guerre froide. Et en fait, c'est un espèce de souk à cordes où est-ce que le premier joueur qui arrive à 20 points immédiatement gagne la partie, ou on arrive à la fin du 10e round et la personne qui a le plus de points de son côté gagne. Mais somme toute, c'est un jeu qui est très qui est renversant en fait, parce que tu peux commencer à calculer les cartes. Un moment donné, tes premières games, c'est que tu commences à découvrir le jeu. Un moment donné, tu sais qu'est-ce qui sort, puis un moment donné, tu commences à comprendre comment les sortir, parce que chaque fois que je joue une carte, elle va être assignée. La plupart du temps, la carte va être assignée à un Américain ou aux joueurs russes. Et si, mettons, je suis les Russes et je joue la carte qui a un symbole américain, donc qui a un pouvoir américain, alors la personne qui joue les Américains va jouer l'action. Et moi, je vais avoir en fait un certain nombre de points de contrôle que je vais pouvoir, un nombre de points d'influence, pardon, que je vais pouvoir utiliser. Donc, tu es souvent en train de te dire quand est-ce que je joue cette carte-là pour avantager le moins possible l'autre joueur. Vraiment, là, jeu extraordinaire. Ça, pourquoi je possède la Collector's Edition, parce que c'est un jeu que je vais vouloir jouer encore et encore et encore. Vraiment génial. As-tu joué, toi? J'ai joué au moins 2-3 fois. Hein? OK. Puis, qu'est-ce que t'en penses, toi?
ça fait trop longtemps en fait que j'ai joué, fait que je m'en souviens pas trop à quoi ça ressemblait. Mais c'est un solide jeu de stratégie à deux, ça je m'en souviens, là, mais au-delà de ça, je pourrais pas je me rappelle pas tant de mes expériences de jeu. Parce que sérieusement, moi c'est ça, en fait j'ai découvert le jeu dernièrement, j'avais pas encore joué, puis là j'ai fait comme bon, ok, il va falloir que je le clenche. Parce que c'est vraiment un jeu que tu dois avoir sur ta bucket list. Essaye au moins une fois dans ta vie, parce que ça va te travailler pendant la nuit. Moi c'est ça qui est arrivé. Au début j'ai fait comme je sais pas si j'aime ça, puis finalement je suis retourné chez nous, puis là pendant que ça m'a travaillé. 2 jours plus tard j'ai fait comme ok, il faut que je rejoue. Fait que je me suis resté avec le même joueur, on a rejoué, puis vraiment là, superbe jeu là, vraiment le fun. Cool. Toi, t'as pris un vieux jeu pour ton numéro 5. Moi, je vais y aller avec une nouveauté à la place. Donc, c'est probablement, je pense que c'est mon jeu le plus récent de toute la liste. Un jeu qui est sorti dernièrement qui s'appelle Lords of Hellas. Oh, ok. Donc, un gros jeu qui avait été kickstarté. Donc, un jeu, on est dans la mythologie grecque. Mais comme la mythologie grecque futuriste, je sais pas trop. Ouais, sci-fi. Ouais, c'est ça. Il est arrivé de quoi? Des technologies aliens ou peu importe. En tout cas, fait que c'est vraiment cool comme setting de science-fiction / mythologie. Et on va incarner un héros mythologique. Donc, j'avais Hercule la dernière partie que j'ai joué. Et on va avoir une carte avec plusieurs territoires. On va avoir aussi des monuments dédiés à certains dieux sur le plateau. Et pendant la partie, collectivement, on va pouvoir avancer ces monuments-là. Et qui vont nous donner des pouvoirs quand on va aller les prier. On va pouvoir faire certaines actions spéciales. On va pouvoir essayer de gagner en ayant un certain nombre de territoires sur la carte, comme un classique de jeu de guerre. On peut aussi gagner par notre héros. Donc notre héros, lui, va aller faire des quêtes et va essayer d'aller affronter des créatures mythiques. Donc des créatures mythologiques qu'on va retrouver sur le plateau, l'hydre, le minotaure, etc. Donc si on tue un certain nombre je pense que c'est 3 créatures mythiques, on gagne aussi la partie comme ça. Donc on pourrait juste essayer d'en empêcher les autres d'avoir trop de territoire puis de se concentrer là-dessus. On peut aussi se concentrer sur des temples. Donc il va y avoir des temples qu'on peut contrôler dans la partie sur les territoires. Si on contrôle ces territoires-là, on contrôle le temple. Si on contrôle un certain nombre de temples, on peut aussi gagner la partie. Donc plusieurs façons de gagner la partie, vraiment cool. Vraiment beaucoup d'interactions à l'intérieur du jeu, vraiment beaucoup d'options. Le matériel dans le jeu, c'est assez hallucinant. Oui, vraiment. Toutes les figurines, puis les monuments qu'on assemble pièce par pièce sur le plateau, puis qui sont comme gigantesques, comme une espèce de grosse statue de Zeus géante quand elle est construite. C'est vraiment hot le look que ça a. J'ai vraiment été surpris par ce jeu-là. Donc vraiment très cool comme jeu de contrôle de territoire, jeu de guerre et tout ça. Ouais, j'ai joué une fois en fait. J'avais pas été... j'avais trouvé ça le fun. J'avais pas été charmé par le jeu. Moi j'avais Hercule en fait, j'avais réussi à gagner avec les créatures. Avec les créatures. Ouais, parce qu'Hercule est vraiment fort. Ouais, vraiment solide sur ses 2 pattes. J'avais pas été charmé, peut-être. Faudrait que je le réessaye, y donner une deuxième chance. Mais c'est ça, toi t'as l'air vraiment d'avoir. J'ai vraiment adoré mon expérience. Puis t'avais joué à combien de joueurs? J'ai joué à 3. Ok. Ouais, à 3, ça a fonctionné super bien. C'est sûr que la carte reste la même, c'est juste que tes territoires qui comptent plus pour la victoire quand t'es moins. Fait que c'est la façon un peu que le jeu a de s'adapter au nombre de joueurs. Ouais, puis je pense aussi que c'est pas tout le matériel qui est sorti de ce jeu-là. Pour l'instant, les joueurs qui l'ont, les gens qui l'ont kickstarté vont recevoir peut-être les stretch goals plus tard, des choses comme ça. Ouais, c'est ça, exactement, il me semble, là, en tout cas. Bref, c'est un jeu qui est facilement modulable aussi, que tu peux changer. Ouais, tu peux mettre des dieux différents dans une autre partie parce qu'il y a juste 3 monuments pour les dieux. Fait qu'on peut les changer, les pouvoirs vont être différents aussi. On peut changer les héros aussi. Donc, non, vraiment, j'ai trouvé très très cool. Donc, mon numéro 5, Lords of Hellas. Pour mon numéro 4, j'ai choisi le jeu Adrenaline. Oh, ok. Adrenaline qui est un jeu inspiré des jeux de shooter à 3e personne, des jeux vidéo de ce style-là. Donc on va être dans une espèce d'arène, on va avoir un personnage, on va devoir évidemment spawner dans l'arène, on va ramasser des armes, puis on va aller essayer de tirer sur les autres. Puis à chaque fois qu'on va tirer sur un joueur, on va aller placer nos jetons de points de dégâts sur sa piste de points de vie. Okay. Et quand on va réussir à tuer ce joueur-là, on va marquer des points selon la majorité de points de dégâts qu'on lui a fait. Oui, ok, C'est un contrôle de majorité un peu bizarre parce que les territoires sur la carte de jeu, on s'en fout, il n'y a pas de contrôle de territoire en tant que tel, mais c'est vraiment de contrôler la majorité des points de dégâts qu'on fait sur les adversaires. C'est une twist originale à un jeu de majorité.
Le jeu est très cool, le feeling shooter arène est vraiment très présent. On peut se promener, ramasser des munitions aussi, recharger les armes qu'on a trouvées. On a toutes les armes qu'on retrouve dans les shooters de science-fiction. Ouais. On a une arme qui tire à travers des murs. On a des armes de mêlée. J'ai ramené une petite promo de Gen Con qui est la chainsaw. Ouais, j'ai vu ça. Donc il y a vraiment plein de choses très cool. Donc le jeu fonctionne très bien, la thématique shooter est vraiment bien représentée, super agréable d'un jeu que on se tape dessus, mais tu sais on se tape pas dessus. C'est pas un jeu que c'est l'interaction destructive, non, donc c'est vraiment très cool. Je te tire dessus, je mets des points sur ta piste de points de vie. On a des bonus si on est le first blood, si on est le premier à blesser quelqu'un. T'as un bonus aussi pour les kills, donc si c'est toi qui fais le coup final sur un joueur, ça va te donner des bonus sur une piste à la fin de la partie. Donc vraiment tout ce qui est dans un jeu de shooter arena à la Call of Duty, on retrouve là-dedans. Donc vraiment cool, Adrénaline. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que tu peux pas juste, on peut pas tous se bitcher sur un joueur, hoarder le même joueur, parce que je pense que plus qu'un joueur est tué, moins qu'il vaut de points. À chaque fois qu'il meurt, à chaque fois que tu meurs, évidemment tu respawns. Puis quand tu respawns, tu vaux moins de points de victoire. Donc évidemment, les joueurs vont aller courir après les joueurs qui sont plus payants. Donc c'est cool ça aussi. Puis le fait aussi que tes armes, en fait, faut que tu récupères des ressources pour les faire fonctionner, parce que t'as comme une manière générique, puis t'as une manière spéciale. C'est comme 3 petits cubes de couleurs qui représentent des munitions. Donc évidemment, selon ton arme, mon arme a peut-être besoin d'un cube bleu puis d'un cube rouge pour être rechargé. Fait que là, il faut que je me promène sur le plateau pour ramasser des caisses de munitions, pour ramasser ces petits cubes-là. Donc on a une petite mini gestion de ressources qui est quand même intéressante. Puis la façon dont on gère nos mains, nos armes, c'est une gestion de main de cartes. Fait qu'on va ramasser des armes, ce sont des cartes. Quand je la joue, je la mets sur la table, je fais son effet. Il y a certains effets qu'on peut comme bonifier aussi avec des munitions ou des tuiles qui peuvent donner un effet supplémentaire. Puis après ça, ma carte reste sur la table jusqu'à temps que je réussisse à la recharger. Quand je la recharge, là, je vais dépenser des munitions, je vais la remettre dans ma main et je vais pouvoir la rejouer dans un tour suivant. Moi, quand j'ai joué, j'avais vraiment le feel de Unreal Tournament, le vieux jeu genre Arcade Arena, que là tu pognes des items vraiment fuckés, puis que tu te garages les autres. Non, il est vraiment cool, Adrénaline. Fait que c'est mon numéro 4, Adrénaline. Mon numéro 4, c'est... J'ai un blanc. un peu. Kemet, excusez. Oh! Kemet, oui. En fait, et je vais surfer un petit peu sur Lords of Alice. En fait... Il y a beaucoup de ressemblances entre les deux. Beaucoup de ressemblances, oui, c'est ça. Je dirais en fait, parce que Kemet, pour moi, est un jeu qui est indétrônable à la limite. Je trouve que pour ce qu'il fait, et sa présentation, et tout comment est-ce qu'il est bâti, c'est un jeu qui est superbe. Vraiment, là, moi, ce que j'aime, tout le monde commence pareil. On est pareil. Et là, tranquillement, pas vite, un moment donné, je vais aller récupérer une tuile qui va me permettre d'avoir un scarabée qui, lui, va me permettre de me déplacer super rapidement. Fait que là, moi, ce que je vais faire, je vais essayer de me déplacer rapidement pour aller chercher certains territoires. Les temples. Exactement. Là, d'un autre côté, David, ça se peut que lui décide d'aller chercher des tuiles pour être capable de venir me péter à la gueule le plus vite possible. Pour générer plus de points de prière. Exactement. C'est ça. C'est mes pyramides. C'est ça, tu sais. Fait qu'il y a vraiment une diversité là-dedans. Vraiment, vraiment le fun. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas, tu sais, il y a un nombre de points où est-ce qu'on va se rendre. Donc, tu peux finir la partie à 8 ou à 10 points. Et puis le concept des points de victoire permanents versus les points de victoire temporaires, j'ai rarement vu des jeux qui utilisent ça aussi. Ouais, vraiment. Puis qui l'utilisent de façon aussi ingénieuse que ça. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est vraiment, faut que tu tiennes bon jusqu'à la fin du round. Parce que des fois, tu te retrouves à avoir 10 points. Mais là, l'affaire, c'est que ça se peut que ces 10 points-là, tu le perdes parce que justement, tu sais, s'il y a un temple que tu contrôles pas en fin de round, ben malheureusement, ce temple-là qui te donne un point, il va le donner à l'autre joueur parce que c'est un point qui est temporaire. Et à la fin du round, si tu as le nombre de points, tu gagnes. Mais l'affaire, c'est que le joueur, si tu... En fait, tu déclenches la fin de la partie, ça veut pas dire que c'est toi qui vas gagner si un autre joueur réussit à faire plus de points d'ici la fin du round. Ouais, c'est ça, exactement. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que le joueur ayant le moins de points va décider de l'ordre de tour du jeu. Ah ouais, ça, c'est à sa plus simple forme. C'est super simple. T'as le moins de points, c'est toi qui as un edge là-dessus. Fait que là, tout le monde est en train de te révéler leur plan. Révéler leur plan est un bien grand mot.
Puis là, après ça, toi, tu fais comme, ben écoute, toi, tu vas être en dernier parce que. Ouais, puis en dernier, ça peut être un gros avantage dans le jeu-là. Oui, exactement. Tu sais, fait que tu peux décider, ok, je vais être en dernier pour voir qu'est-ce que tout le monde fait, ou non, je veux vraiment le faire le plus vite Ouais, possible. si je suis dernier, ben là, justement, si tu vas aller chercher un temple ou quoi que ce soit, c'est sécuritaire d'aller chercher en dernier, personne ne peut te tasser de là, t'es sûr de marquer ce point-là. Ouais, c'est ça. Puis autre chose aussi, c'est que dans le fond, t'as comme différentes pyramides dans ta cité personnelle. Si je me fais voler une pyramide d'une couleur, ben les pyramides sont reliées à des upgrades, des améliorations. Ben, je ne pourrais pas aller chercher des améliorations tant aussi longtemps que je ne possède pas une pyramide de cette couleur-là en tant que telle. Vraiment, là, c'est un jeu extraordinaire. Et là, prochainement, il y a une extension qui sort. Une quatrième sorte de pyramide. Ouais, ben, il y a une extension, oui, de ça. Ouais, elle existe déjà. Hein? C'est ça. Là, ça, c'est la deuxième extension qui sort. Ouais, c'est ça. Là, il y a une nouvelle extension qui sort, 1 contre 6. 1 contre 5, pardon. Oh. Fait que là, il va y avoir un joueur qui va jouer Seth, le grand dieu de la mythologie égyptienne, qui veut prendre le contrôle absolu de l'Égypte. Et les 5 joueurs vont s'allier contre Seth. Et ce qui est hot aussi, c'est que tes pouvoirs, mettons qu'on est ensemble, puis que, mettons, toi t'es Seth là, à la maison, ben nos pouvoirs, en fait, vont se jumeler ensemble. Donc, mon scarabée et ton faucon vont s'allier ensemble pour donner tous ces pouvoirs-là à nos unités ensemble. Wow. Alors que toi, tu vas être capable de pouvoir, mettons, prendre le scarabée ou même une de mes unités et la transformer parce que t'es Seth puis t'es ben trop fort. Tu corromps. Ouais, vraiment, là. J'ai vraiment hâte de voir parce qu'on change complètement la structure du jeu et comment est-ce que le jeu se joue, mais aussi la dynamique de jeu va être complètement différente. Mais c'est cool, une extension qui amène justement un nouveau mode de jeu comme ça. Oui. Surtout avec un jeu qui a un système solide comme. Oui, vraiment, là, tu sais, fait que j'ai vraiment hâte de voir. Puis Matago en général, mais Matago en fait quasiment tout le temps. Matago sont tellement bons pour être capable de bien équilibrer les choses, de bien structurer en fait pour s'assurer que tout est mis en ordre puis mis en place pour s'assurer que c'est bien équilibré. Il y a vraiment beaucoup de stock en plus dans cette extension-là. J'ai vraiment hâte de me la procurer. C'est sûr que je me la procure ça d'ailleurs. Voilà, donc mon numéro 4, Kemet. Mon numéro 3, War of the Ring. Oh. Un jeu fabuleux. C'est vraiment drôle parce que dernièrement, en fait, je te raconte une petite anecdote. J'ai un de mes amis, en fait, à Rimouski, parce que je viens de Rimouski, qui est comme le Bas-Saint-Laurent. Bref, c'est loin, il fait froid, mais c'est le fun comme ville. On salue les gens de Rimouski. C'est ça. Allô, salut Patrick, je parle de toi. Je salue Jesse puis Billy. Voilà. Fait que, en fait, j'arrive là-bas et mon ami veut jouer à War of the Ring. Il veut que je lui montre. Et là, je m'assois puis je me dis, ah, ça va être long, je suis pas certain, puis tout ça. Et là, finalement, je m'assois et je commence à lui expliquer le jeu. Puis là, direct en partant, après 2 minutes de jeu, je suis comme, ok, ça va être malade, là, tu sais. Puis notre game a duré 5 heures, là. C'est pas... 5 heures? Oui, on a fini nos piles de cartes, là. Tu sais, je veux dire, finir nos piles de cartes. La game a duré plus longtemps qu'elle pouvait. Oui, vraiment, là. Puis, tu sais, habituellement, je suis pas fan de ce genre de jeu-là, mais tout se jouait sur un lancer de dés de sa part. Mais... c'est hot parce que c'est épique! Ah oui, vraiment, là. Tu sais, dans ma game, écoute, Aragorn, Boromir est pas mort, là. Il a aidé Aragorn à s'en aller à Nazirith pour le rendre roi. Gandalf, il est mort avec Sylvebard en défendant le gouffre de Helm. C'est comme un alternate universe de Lord of the Rings. Oui, vraiment, là, tu sais. Puis finalement, c'est juste, tu sais, c'est dans le fond Merry puis Pipin qui ont tué le roi sorcier, tu sais. Puis là, après ça, finalement, Sméagol, tu sais, Gollum, il était pas tant méchant dans ma game. Je sais pas pourquoi. Écoute, il m'a super gros aidé pour pitcher l'anneau. Vraiment, là, ce jeu-là te lance dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Tu sais, puis souvent, on fait, on va écouter les 3. Non, écoute pas les films. Joue à War of the Ring. Ça va durer la moitié de temps, même pas. Ça va durer le temps d'un film, dans le fond, puis tu vas avoir comme tout ce que tu as besoin d'avoir du Seigneur des Anneaux. Vraiment, là, génial comme jeu, là. C'est le contraire. Tu joues au jeu, après, t'as le goût d'aller écouter les films. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Là, tu mets la trame sonore, parce que la trame sonore a duré en masse de temps. Là. Puis là, écoute, ironiquement, chaque fois qu'il y a un truc qui se passe à la table qui est super important, que ça se passe... C'est la grosse musique de ça. Exactement, là, c'est ça. Là, fait que, puis les extensions aussi amènent une variété dans le jeu. T'as, dans le fond, des nouvelles factions, en fait, pour le joueur qui joue Sauron. T'as aussi, dans le fond, des personnages célèbres de la mythologie, en fait, de la Terre du Milieu, pour le joueur qui joue les peuples libres. Vraiment, là, génial comme jeu, War of the Ring.
Moi, mon numéro 3, c'est notre premier crossover. Oh! Hop! C'est un jeu dans la mythologie égyptienne. Donc, Kemet. Et voilà. Donc, Kemet, mon numéro 3. Vraiment un excellent jeu. La variété de stratégies que tu peux avoir avec les tuiles de pouvoir que tu peux acheter est très très grande. Tu peux te lancer dans un paquet de choses. La façon de faire les points, comme on a dit tantôt, les points de victoire permanents, les points de victoire temporaires, c'est un concept que j'adore aussi. Puis comme jeu, tu sais, de style guerre un peu, mais qui dure à peu près 1h30, tu sais, c'est malade. C'est assez rapide dans ce style de jeu-là, puis c'est vraiment un jeu qui est complet. Il n'y a rien à dire. Rien à dire de plus. Allez jouer à Kemet. Ouais, pour vrai, là, si vous n'avez pas encore joué, c'est un must, sérieusement. T'as Small World qui est comme un jeu d'introduction, puis après ça, quand t'as bien saisi Small World, va-t'en jouer à Kemet. Donc, mon numéro 3, c'est Kemet. Mon numéro 2, c'est un jeu qui a mélangé quelque chose d'assez particulier avec le contrôle de territoire. C'est un contrôle de territoire mélangé avec du deck building. Oh, ok. C'est assez original, c'est le jeu Tyrant of the Underdark. Oh, wow, ok. Donc, on a un jeu de deck building assez classique où on va aller acheter des nouvelles cartes, construire notre deck tranquillement. On est dans l'univers de Donjons Dragons, dans les royaumes oubliés. C'est un jeu qui se passe dans l'Underdark, donc sous la terre, avec les elfes noirs. Donc, les elfes noirs, c'est une population méchante. C'est des gens qui sont toujours en train de mettre un poignard dans le dos de leurs alliés. Donc, vraiment des gens fourbes et méchants. Et l'esprit des elfes noirs est assez vécu dans le jeu parce que le jeu est assez take-that aussi. On va avoir un grand plateau qui est dans le fond le Underdark avec les différentes villes qui sont là, avec des territoires qui représentent un peu les chemins pour se rendre à ces villes-là. Et on va avoir une action que nos cartes vont faire qui est d'aller placer des soldats. Donc on va avoir des petits soldats qui sont des petits boucliers de notre famille d'elfes noirs. Donc on va aller placer les petits soldats sur le plateau pour essayer justement de se rendre aux différentes villes et d'avoir une majorité autour de la ville. Quand on contrôle une ville, on va gagner un bonus à tous les tours. Donc ça peut nous donner des points de recrutement pour acheter des cartes ou des points de victoire aussi. Si on a le contrôle total, s'il n'y a aucun autre joueur autour de la ville aussi, si on a toutes les cases qui sont là, on a un bonus encore plus grand. Puis évidemment, les autres joueurs ils ne laisseront pas atteindre ça. Ils vont devoir enlever nos jetons, aller mettre les leurs. Donc on a vraiment beaucoup d'interactions, beaucoup de take-that. On peut enlever les soldats des autres avec des cartes. On a des cartes qui tuent directement des soldats. Tu as des cartes que tu peux remplacer un soldat avec un des tiens. On a des cartes qui nous permettent d'aller mettre des espions aussi, qui sont des jetons qu'on va aller placer directement sur la ville, puis ensuite on peut sortir des soldats à partir de nos espions, parce qu'on peut placer tout le temps des soldats adjacents à des endroits où on en a déjà. Fait que si je veux aller à un autre bout du plateau, ben là je peux aller mettre un espion, puis après ça, pouf, là, je viens m'étendre là. Donc vraiment cool. Quelque chose de très cool aussi dans le deck building, c'est qu'il y a une action qui me permet de faire un sacrifice à Lot, qui est la déesse des elfes noirs. Et quand je sacrifie une carte, c'est que je vais la mettre dans ma pile de cartes sacrifiées. Donc je la sors de mon deck, mais cette carte-là va scorer des points de victoire. Donc évidemment, les cartes de base, tu veux les sortir parce que tu veux que ton deck soit efficace, mais ils vont aussi te scorer un petit point de victoire. Mais même des fois, des cartes qui sont très fortes que tu veux scorer parce qu'elles valent beaucoup de points. Donc je peux acheter une espèce de carte qui est un dragon super fort que j'ai, qui est une carte super forte quand je vais la jouer dans mon deck, mais elle vaut peut-être 4 points de victoire à la fin de la partie, c'est dans mon deck, mais si je la sacrifie, elle va valoir le double de points. Et là, tu as l'aspect de quand est-ce que je sacrifie mes bonnes cartes pour faire le plus de points, parce que c'est quand même ça le but du jeu, c'est de faire des points. Fait que ça, c'est particulier dans un deck building de vouloir sacrifier des bonnes cartes de notre deck pour marquer des points. Fait que vraiment, l'ensemble de ce jeu-là, c'est vraiment cool. Si vous n'aimez pas les jeux qui sont take-that, allez pas jouer à ça parce que ça l'est vraiment. Mais ça rentre vraiment dans la thématique des elfes noirs. Puis vraiment adoré ce jeu-là, Tyrant of the Underdark. Puis écoute, c'est drôle que tu parles de ça. T'es pas le premier en fait de me parler de ce jeu-là, puis ça a vraiment passé comme under the radar là. Puis pourtant ce jeu-là, je trouve qu'il a l'air vraiment vraiment le fun. J'ai pas eu la chance de jouer encore. Tu l'as mis dans ma bucket list. Il avait annoncé un certain temps une version française, puis c'est un peu tombé à l'eau. Fait que évidemment, c'est pour ça qu'au Québec, on n'a pas de temps entendu parler non plus. S'il sort juste en anglais, on entend moins parler. C'est plus les gros gamers qui vont aller se le procurer quand même, mais les gens qui attendaient une version française, ben c'est évidemment, malheureusement, on dirait que c'est plus dans les plans. Mais c'est un excellent jeu. Donc, mon numéro 2, Tyrant of the Underdark.
Mon numéro 2 est un jeu que j'ai joué dernièrement. Puis écoute, chaque fois que je peux avoir l'opportunité de jouer, je veux le jouer. A Study in Emerald First Edition de Martin Wallace. Je t'en ai déjà parlé en fait dans la vidéo. Juste la première édition. Là. Ouais, la première édition. Laissez faire la deuxième. La deuxième édition, en fait, c'est que. Bon. Il faut comprendre en fait la raison pour laquelle Martin Wallace a fait une deuxième édition, c'est vraiment pour rendre le jeu accessible. Parce que la première édition, il y a plein de... Écoute, c'est un jeu qui a des règles à pu finir, mais qui, une fois, quand tu commences à jouer puis que tu commences à défricher tout ça, ça devient un jeu vraiment particulier. C'est vraiment une expérience unique en son genre, parce que tu t'assois devant ce jeu-là et peu importe que tu gagnes ou tu perds, tu viens de vivre de quoi que tu fais comme ok, je comprends pas là, tu sais. Nous autres, la première fois qu'on a joué, ben écoute, on a fait une première game qui nous a duré à peu près 2 heures. Et là après ça, il a fallu faire une deuxième game. Moi j'ai dit au gars autour de la table, j'ai dit les gars, moi c'est pas vrai que je vais sortir ce jeu-là de la table puis que là ça vient de se finir comme ça. On rejoue. On n'a pas le choix, tu sais. On a rejoué une deuxième fois. On a rejoué une troisième fois. On regarde de suite. Oui, de suite. Là. Wow. Fait qu'on a passé comme un bon 4-5 heures à jouer à ce jeu-là. Et sérieusement, je sais même pas si j'ai encore fait le tour de toutes les possibilités, de la manière qu'on joue. Grosso modo... C'est dans l'univers Cthulhuesque. Oui, c'est ça, exactement. Dans le fond, c'est basé sur une nouvelle littéraire de Neil Gaiman, où est-ce que, en fait, il propose une situation où est-ce qu'on a l'univers de Sherlock Holmes avec l'univers de Cthulhu ensemble. Et dans le fond, Cthulhu a pris le contrôle de la planète et Sherlock Holmes et sa bande. Mène la résistance. C'est ça, exactement. Ils veulent, dans le fond, renverser le pouvoir. Et donc, les joueurs vont jouer, en fait, soit des restaurationnistes, c'est-à-dire de la résistance, et les autres joueurs vont jouer des loyalistes, c'est-à-dire les joueurs qui sont loyaux à Cthulhu. Et dépendamment de ce que tu as fait, ça va, dépendamment de dans quelle faction que tu es, tu vas gagner ou perdre des points. Tu peux gagner des points si tu, dans le fond, si tu assassines de la royauté, si tu es dans les restaurationnistes, alors qu'il faut que tu les protèges si tu es les loyalistes. L'affaire, c'est que je peux protéger une royauté si je suis avec un ou si je suis avec l'autre. Je peux te tuer aussi si je suis avec un ou si je suis avec l'autre. Fait que tu fais tout le temps en fait des moves en train de, tu sais, tu joues, puis là, Mané, tu te poses la question, tu fais comme, ok, mais pourquoi cette personne-là a fait ça? Je pensais qu'elle était avec moi, mais là, elle fait ça, puis ça a l'air bizarre. Puis là, après ça, écoute, il y a comme une espèce d'insanité qui commence à s'installer autour de la table, juste de la façon méta, parce qu'on commence tout à se poser des questions sur qui est quoi. Puis c'est la première fois que je joue à un jeu dans l'univers de Cthulhu qui me fait vivre ça au niveau méta, tu sais, au niveau que c'est même pas sur la table qu'est-ce qui se passe, c'est pas juste comme, ok, bon ben j'ai un maître de santé, un espèce de truc de santé mentale qu'il faut que je jauge. C'est vraiment, ok, on devient toute une scène, on devient un peu fou de savoir, ok, qui d'essayer de deviner qui est avec quoi, c'est quoi l'objectif. Ouais, c'est ça. Et le contrôle de territoire, en fait, réside dans, en fait, si j'ai le contrôle, en fait, d'une certaine ville, alors à ce moment-là, je peux récupérer la carte, soit de la ville, ou la carte qui est sur cet endroit-là. Je l'ajoute à mon deck. Et la particularité de ça, et ce que j'ai rarement vu dans les deck building d'ailleurs, c'est que si je possède une carte ville, quelqu'un pourrait décider volontairement de la retirer de mon... Ben en fait, d'aller me voler le contrôle et de voler cette carte-là de mon deck. Donc moi, je vais aller chercher dans ma défausse ou dans ma main, j'y donne. That's it. Ouais, c'est bien weird. C'est vraiment weird. Et là, écoute, ça, c'est sans te parler que tu peux, en fait, tu peux transformer tes personnages en vampires. Si tu as la carte vampire, tu peux installer des zombies sur la table. Tu peux, en tout cas, bref, il y a comme une panoplie d'affaires que tu peux faire vraiment bizarre. Mais la mécanique la plus bizarre, selon moi, c'est qu'à la fin de la game, on va révéler en fait nos factions. Et si, admettons, je sais pas, toi t'es restaurationniste et que David est restaurationniste, t'as fait 25 points, David en a fait 18 et moi je suis loyaliste, j'ai fait 20 points, eh bien tu perds automatiquement parce que David est en arrière dans la traque de points. Wow! Fait que là, moi, automatiquement, je gagne juste parce que j'ai réussi à comme juste... Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça pour moi, ça fait encore plus que tu deviens fou parce que tu fais comme merde. Faut que tu sois sûr de qui est avec toi. C'est ça. Parce que si tu n'es pas sûr, ben là, le décompte final peut aller tout croche. Oui, exactement. T'sais. Vraiment, là, ce jeu-là, c'est une expérience en soi. Il est très difficile à trouver, malheureusement, mais c'est un jeu qui mérite d'être joué. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment fait pour tout le monde parce que ce jeu-là a une dynamique vraiment distincte des autres jeux que j'ai joués auparavant. Alors, c'était Study in Emerald First Edition, mon numéro 2. La première édition, pas la deuxième.
C'est le numéro 2, mais c'est la première édition. C'est ça, exactement. Alors, on est rendu au moment final, le number 1. Ça y est. Et moi, mon numéro 1, Inish. Inish, ça se prononce comment? Je pense que c'est Inish, mais j'ai discuté avec, dans le fond, le communiqué de presse de chez Madago et lui il disait Inish. Maintenant, il faudrait demander à Christian Martinez. L'auteur. Bref. Pourquoi Inish, c'est mon numéro 1? Tu sais, quand je parlais tantôt, je pense que je parlais d'Eclipse qui disait que c'était des histoires à raconter. Bref, ce que j'adore, c'est le fait qu'on peut s'asseoir puis on peut se rappeler d'une game qu'on a joué, quelque chose, qu'il y a des choses marquantes. Et toutes mes parties de Inish que j'ai faites, ce sont des parties qui sont marquantes pour différentes raisons. Ça peut être par rapport à la personne qui a gagné, ça peut être par rapport à les situations qui sont arrivées. C'est un jeu qui a tellement à offrir, mais qui malheureusement a été un petit peu boudé, je crois, pour, je pense, premièrement, sa couverture. Les gens ont comme critiqué un petit peu la couverture parce que c'était comme un artwork très celtique. C'était original. Oui, c'est ça. Ça sortait du lot. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, justement, Matago va bientôt sortir, en fait, une nouvelle boîte, en fait, pour satisfaire un peu, parce que... Mais sérieusement... C'est fou le marketing, hein? Oui, vraiment, là. Puis, écoute, le matériel de jeu-là, c'est tellement beau. Je sais pas si tu as vu le matériel. J'ai vu, mais j'ai pas joué, par exemple. OK. Mais tu sais, les tuiles qui sont faites en espèce de shuriken-ish, c'est tellement bon ce jeu-là. Grosso modo, c'est un jeu où est-ce qu'on est des peuples celtiques et on veut devenir, en fait, l'espèce de roi, en fait, de tous et chacun. Et on va avoir un draft de cartes. Et le draft de cartes fonctionne aussi de façon très, très, très distincte où est-ce que les joueurs, en fait, on a tout le temps les 16 mêmes cartes ou les 12 mêmes cartes si on joue à 3 ou 4 joueurs. Et ces cartes-là, en fait, ce sont des cartes action. Et on le sait que ce seront tout le temps les mêmes. Il n'y a pas d'autres cartes ou il n'y a pas de... Ça reste fixe toute la game. Ça reste fixe toute la partie. Okay. Et là, ce qui va se passer, en fait, c'est que je reçois mes 4 cartes. Je vais en choisir une, évidemment. Là, je vais te passer ma même carte. Je vais recevoir l'autre. Et là, présentement, je vais choisir 2 cartes parmi non seulement les 3 que je viens de recevoir, mais aussi celles que j'ai gardées auparavant. Ce qui fait en sorte que je pourrais décider de prendre 2 cartes qui vont bien ensemble. Pas que l'autre l'ait. Ouais, c'est ça. Puis de laisser, finalement, la carte que j'ai prise, je la mets de côté. Okay. Fait que là, après ça, je te redonne ça. Puis là, après ça, parmi les deux cartes que j'ai reçues, plus les 2 autres, j'en choisis 3 et ainsi de suite. Spécial comme draft? Oui, c'est vraiment spécial. Mais surtout, en fait, ce qui est hot, c'est de dire, OK, bon, ben, j'ai vu cette carte-là. Fait que probablement que toi tu l'as, puis en plus je le sais que dans la situation, elle va probablement arriver pour telle ou telle raison, à cause que toi tu as besoin de cette carte-là. Le combat aussi est vraiment, vraiment weird, parce que les joueurs qui sont impliqués dans un combat à tour de rôle, c'est super simple. Je vais t'attaquer. Et là, après ça, tu as le choix. Soit de perdre une unité sur le board ou de retirer une carte action, dans le fond, les cartes qu'on a draftées. Ou... simplement, puis le combat se termine en fait quand un des 2 joueurs n'a plus d'unité sur le territoire ou quand les 2 joueurs ou les joueurs impliqués sont tous en commun accord pour faire on arrête le combat. Ça te tente-tu de te battre encore? Non, moi non plus. Parfait, on arrête. Puis là, tu décides, mettons, on arrête si tu me donnes quelque chose ou on décide d'arrêter? On décide d'arrêter. Puis là, toi, tu pourrais dire comme, OK, bon, ben, tu sais, je vais faire telle affaire, puis mets-moi pas des bâtons dans les roues, s'il te plaît, ou quoi que ce soit. OK, pas de problème, tu sais. Il y a un gros aspect négociation. Oui, puis l'autre chose aussi, c'est que les conditions de victoire sont super claires sur le plateau. C'est-à-dire que tu as 3 manières de gagner. Mais l'affaire, c'est que faut que tu répondes à une des 3 au minimum pour te déclarer comme étant le prétendant. C'est-à-dire, quand je déclare être le prétendant, je dis à tout le monde, guys, à la fin du tour, si je remplis une des 3 conditions, je gagne. Fait que t'es en train de dire à tout le monde autour de la table, tapez-moi dessus. Tapez-moi dessus. Venez-vous-en. Let's go. T'sais? Fait que là, c'est weird parce que là, t'es comme, OK, mais au final, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que tu gères ça? Puis c'est plein de données, c'est plein de choses, en fait, situationnelles. T'as aussi un deck de cartes avec des dieux mythiques, celtiques. Puis, tu sais, aussi, ce qui est hot, c'est la thématique, c'est que dans le fond, les Celtes, en fait, leurs histoires, leur mythologie, souvent, leur histoire, c'est souvent un dieu qui va donner un pouvoir. Genre, t'es capable d'ouvrir n'importe quel pot de pickle en 30 secondes. Plus, tu fais comme, mais pourquoi tu m'as donné ça? T'aurais pas me donner comme un super pouvoir ou quoi que ce soit? Non, je te donne ça. Exactement. Puis finalement, à un moment donné, dans l'histoire, ben, ton pouvoir devient quelque chose de super important. Puis là, ça fait en sorte que tu deviens un héros. T'sais. Puis les cartes Dieu, en fait, les cartes divines, tu les gardes de round en round. Et cette carte-là devient super forte à un moment précis. Puis il faut que tu bâtisses ton moment précis pour que cette carte-là devienne vraiment efficace. Pour la rentabiliser. C'est ça. Parce que si tu la regardes comme ça, puis tu fais comme...
c'est Ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais. C'est bien niaiseux comme carte. Quoi. Pourquoi ils ont fait ça, tu sais? Fait qu'il faut que tu construises au fur et à mesure. Vraiment, là, ce jeu-là a tellement à offrir. Sort du lot complètement. C'est pas fait pour tout le monde, tu sais, encore une fois. Mais sérieusement, quand tu te donnes au jeu puis que tu fais juste discuter autour de la table puis il y a comme une collaboration naturelle qui se crée encore une fois. Génial comme jeu, sérieusement. J'ai le goût d'y rejouer. On fera une game tantôt si tu veux. J'ai jamais joué en plus. J'aimerais ça l'essayer. Ah, c'est vraiment, vraiment bon. Ok, fait que Inish, mon numéro 1. Bref, Inish. Ce jeu. Il y a aussi une extension qui sort bientôt chez Matago. Alors voilà. Moi, mon numéro 1, c'est un jeu aussi ultra narratif, mais dans un univers super connu. Donc, à la grande surprise de tous, c'est Star Wars Rebellion. Ah non! Oh non! Surprise! Je m'attends jamais de parler de ce jeu-là. Puis, tu sais, tout ce qui se passe à l'intérieur de ce jeu-là, on n'a pas un plateau, non, on a 2 plateaux tellement la carte est grande, on a toutes les planètes qu'on retrouve dans l'univers de Star Wars. On va avoir un joueur qui incarne l'Empire, un joueur qui incarne la Rébellion. On va s'arracher les différents systèmes qui sont sur le plateau, on va essayer de les contrôler de façon militaire, on va essayer de les contrôler aussi pour qu'ils puissent nous produire des unités. Fait que vraiment, le contrôle de territoire est vraiment très important parce que évidemment, si je suis le rebelle, je veux pas nécessairement laisser toutes les planètes aux joueurs d'Empire pour qu'il y ait trop d'unités, mais en même temps, je sais que je les contrôlerai pas longtemps, je vais essayer de le ralentir ou de le saboter de temps en temps pour y enlever son contrôle. Donc, vraiment cool le contrôle de la manière qui se fait. Le jeu se joue avec des cartes qui représentent des missions. On va envoyer nos héros en mission. On joue vraiment les héros de la trilogie classique. Donc on est dans l'épisode 4, 5, 6. On va gagner des nouveaux héros pendant la partie. On peut avoir Luke Skywalker qui s'en vient, Han Solo. On peut avoir le Faucon Millennium qui va aller essayer de détruire l'étoile noire. Donc on a vraiment plein de moments très cool qu'on va refaire. On peut essayer de capturer Princesse Leia, on peut l'interroger pour qu'elle nous donne des informations sur la base rebelle. Dans le fond, le joueur qui joue l'Empire essaie de trouver la base rebelle qui est cachée. Le joueur va choisir une carte au début de la partie d'une planète pour cacher sa base. On va essayer de trouver sa base, de la détruire tout simplement. Donc on est vraiment dans l'esprit des vieux films. La thématique est vraiment forte. Toutes les missions, c'est des Easter eggs, des moments qu'on a vus dans les films. Donc, à chaque fois que je joue à ce jeu-là, c'est comme wow, c'est Star Wars the board game. Ah ouais, vraiment, là, littéralement. Là, j'ai joué une game, c'était avec toi seulement. Ouais. Et c'est ça, je me suis fait un peu pas mal ramasser, mais écoute, c'est super intéressant. Puis justement, ça, c'est quelque chose qui, je trouve de plus en plus intéressant dans ce genre de jeu-là avec une thématique très narrative, où est-ce qu'on nous encourage à retourner au jeu plusieurs fois pour être capable de bien saisir le jeu, bien comprendre, puis à un moment donné, ça devient vraiment comme on a notre expertise chacun, puis on essaie d'analyser qu'est-ce que l'autre fait. Je trouve que c'est quelque chose qui est super intéressant dans Rebellion. L'aspect aussi du qu'on se cache. Moi, j'ai... Oui, le petit stress que tu vis quand t'es le rebelle. Là, tu le vois qui passe à côté de ta base, mais il va pas sur cette planète-là. T'es comme, wow, le gros stress que. Non, c'est vraiment. Non. Toujours des belles expériences de jeu. À jouer autant les rebelles que l'Empire, on sent vraiment deux feelings différents. On vit des expériences différentes. Ouais. Le rebelle est tout le temps un peu stressé. Ses objectifs sont difficiles, sont tout le temps à l'arracher. Là, le joueur d'Empire, lui, il se sent super puissant. Là, il est là comme, moi, je détruis cette planète-là, puis je mets mes troupes ici, puis tu sais, il est comme super fort, là. Mais puis souvent, les parties finissent quand même assez serrées. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, la nôtre avait quand même fini un petit peu serrée. Mais... Elle finit serrée, puis tu te dis comme, ok, mais si t'avais réussi à détruire l'étoile noire, t'aurais eu ça de plus. T'es tout le temps un peu quand même près de la victoire, le rebelle, à la fin, si tu perds, là. Donc, vraiment, là, superbe jeu. À réessayer, je pense. Oui, donc mon numéro 1 des jeux de contrôle de territoire et ou de majorité, c'est Star Wars Rebellion. Et voilà, c'est ce qui conclut notre top 10 de nos meilleurs jeux de contrôle de territoire et ou de majorité. Voilà. Donc, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de nos choix dans les commentaires sous la vidéo. Sinon, dites-nous quels sont vos jeux favoris là, de contrôle de territoire et ou de majorité. Ça, on est curieux de savoir quels sont vos favoris, donc écrivez ça.
Merci Vincent d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi. Donc, abonnez-vous à l'école du jeu pour suivre Vincent et ses collègues. Puis, ayez pas peur aussi, je réponds très activement en fait dès que vous avez un petit commentaire. J'ai pas peur de me faire rentrer dedans. Je le sais que des fois j'ai des trucs très situationnels et mais très il s'assume bien. Oui, je m'assume quand même. Là, fait que viens de me demander pourquoi. Ça me fait plaisir de t'expliquer dans un long paragraphe de 5 pages pourquoi. Fait que ça me fait plaisir. Fait que voilà. Et sinon, on va se revoir au Delirium ludique. Oui, au Delirium ludique du 14 au 16 septembre dans la région de Québec. Si vous êtes dans le coin, inscrivez-vous à cet événement-là. Ça va être une super belle fin de semaine de gaming. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire en cliquant mon petit bonhomme ici en bas de l'écran. Vous pouvez nous suivre aussi sur les médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Venez nous lire sur passionboardgames.com. Oui, tout à fait. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer. Et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!